Дорогие коллеги, друзья и Chers collègues, сегодня amis et 30 sympathisants, июля. В настоящий момент nous sommes время aujourd'hui le открытия 30 центров juillet. по набору пока Pour не l'instant, определено. l'heure d'ouverture des Для centres de того, чтобы recrutement n'a не pas encore было été fixée. секретов и закулисных разговоров, Pour я qu'il n'y ait pas de сообщаю, secret et de ЧВК conversation en «Вагнер» coulisses, продолжает je свою vous informe que деятельность le в groupe Африке, Wagner poursuit ses а activités en также в Afrique подготовительных ainsi центрах que dans les страны. centres de préparation au Сегодня Bélarus. мы определяемся со следующими нашими задачами, контур которых все Aujourd'hui, более и nous более définissons nos prochaines отчетливо tâches, dont les вырисовываются. contours se précisent de plus en Безусловно, plus. эти задачи, Il которые ne fait будут aucun doute que ces совершаться tâches во seront accomplies имя pour la grandeur de la величия Russie. России. Большая часть наших бойцов Une grande partie de nos находится combattants в sont en отпуске, vacances, поскольку car avant cela, перед этим il был y a une longue длительный période de период. travail très très dure. Товарищи стремятся Tant que nous ne вернуться manquerons pas в de ЧВК personnel, «Вагнер». nous Пока n'envisagerons pas мы de не recruter à nouveau. испытываем Alors, attention, ce message est impossible à authentifier. La voix semble être celle de Yevgeny Prigojine. Ce message audio a été posté sur des comptes Telegram affiliés à la milice Wagner et à Yevgeny Prigojine. Mais son compte Telegram, lui, il est muet, hein, Philomène Rémy, depuis le jour de ce coup de force. En fait, c'est le mystère encore aujourd'hui sur Yevgeny Prigojine. Ces messages audio, ces photos non identifiées, il parle, il y a des messages importants, on va le développer d'ailleurs, mais il y a aussi ce mystère maintenant qui l'enveloppe et qui l'entoure. Oui, oui, bah même dans le message, moi je trouve que ce message-là, il n'est pas très clair. On comprend pas très bien s'il compte recruter, s'il compte pas recruter. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas d'authentification. Alors il y a quand même eu cette photo où on l'a vu à Saint-Pétersbourg lors de ce sommet sur l'Afrique. Et d'ailleurs, il y avait un autre audio qui était sorti sur un compte Telegram, mais toujours pas le sien, qui disait qu'il était prêt à offrir ses services au Niger. Et d'ailleurs, il y avait un autre homme à ce sommet qui lui aussi voyait le Niger comme une opportunité. C'était Victor Bout, Oui. le marchand d'armes qui... Alors qui, lui, revient. manifestement, était vraiment là pour le coup. Lui était Ouais. manifestement là, vraiment là. Mais c'est vrai que Prigojine, pour le moment, on a très peu de... On n'arrive pas à savoir, ça reste un mystère. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a l'intelligence artificielle. Est-ce que ces vidéos, est-ce que ces audios sont réellement Evgeny Prigojine? C'est très difficile de le... Elle est volontaire. certifier. Ouais, elle est volontaire cette ambiguïté pour vous, Alexander Big Boff. Oui, sûrement, mais encore une fois, il ne faut pas oublier certains faits qui datent d'un mois déjà, que par exemple, Evgeny Prigojine a récupéré 10 milliards d'euros en liquide après le coup d'État, et donc 10 milliards de roubles, qui correspond à 100 millions d'euros, Oh, ça reste une belle somme. qui est équivalent à toutes les subventions accordées au Niger, selon ce que vous avez dit. Donc, imaginez que Prigojine se promène avec quelques tonnes de liquidités, quelque part en Russie, en Biélorussie, peut-être même en Afrique, Ouais. en disposant des ressources extrêmement Il larges. peut acheter un État, c'est ça que vous nous dites. Bon, peut-être pas d'un coup, mais en tout cas, par exemple, la présence de milices Wagner et des entreprises de Prigojine, dont on manque complètement l'information à Soudan, donc à 2400 km de Niger, c'est aussi un fait tout à fait, on peut dire, qui reste un peu dans l'ombre de la situation, mais les intérêts de Wagner notamment et probablement des intérêts d'ombre du gouvernement russe en nord de Soudan sont très élevés. Donc on se demande, est-ce que Prigojine, si c'était lui, et je crois quand même qu'une personne qui se promène avec 100 millions d'euros peut être quand même encore en vie. Ça peut être qu'il réorganise vraiment ses tâches stratégiques pour continuer l'extraction dans les pays d'Afrique, pour assurer le transport de blé, etc., etc. Avec le blanc-seing fatalement de Vladimir Poutine. Il est utile dans ce sens-là. Ah oui, j'en suis convaincu. Oui, oui. Mais c'est ça qui est un peu troublant, je trouve, avec ce qu'on vient d'entendre, c'est que ça ne sonne pas de manière cohérente avec le discours officiel russe après la tentative de putsch, entre guillemets, dans la mesure où, grosso modo, la feuille de route, c'était une neutralisation partielle de la société Wagner, voire sa dissolution à l'intérieur de l'appareil militaire russe. Là, au contraire, on a affaire à un discours assez offensif, avec une entité bien vivante, un organisme vivant qui continuerait à se développer, même s'il est en sommeil, parce que sont évoquées des vacances, etc. Mais voilà, Wagner existe et l'avenir est à lui.
Et ça contraste vraiment avec la fin de la séquence de la tentative de pseudo-putsch, qui, elle, devait ouvrir, d'après Vladimir Poutine, une nouvelle séquence qui était celle d'une mise en retrait de la société Wagner. Oui, alors il annonce quand même la fin du recrutement. Et ça avait déjà été annoncé quelques heures avant, hier soir, par un autre groupe affilié à la milice Wagner. Plus de recrutement, et voilà ce qu'il il a dit précisément. Alors, on va peut-être pouvoir voir ce message Telegram, mais les centres de recrutement qui avaient été ouverts un peu partout en Russie ont été fermés. Et il le dit dans ce message qu'on vient d'entendre, pour qu'il n'y ait pas de secret et de conversation en coulisses, je vous informe que le groupe Wagner poursuit ses activités en Afrique. Donc oui, redéploiement assumé aujourd'hui, qui finalement finit avec du retard par aller dans le sens de ce qu'attendait Vladimir Poutine, tout simplement, c'est-à-dire une cessation des activités en Russie. Oui, ou même un recentrage sur ce qui était le cœur de métier initial de Wagner, c'est-à-dire que le cœur de métier de Wagner, c'était de 1, le flou juridique qui permettait d'employer, parce que Wagner n'avait pas vraiment d'existence contractuelle avec l'État russe, on l'oublie trop souvent, ça leur permettait justement de faire le sale boulot en Afrique, en lien pas simplement avec le groupe Wagner, mais aussi avec un certain Konstantin Malofeyev, qui est un oligarque qui reprend un peu du poil de la bête en Russie, depuis le coup d'État raté de Wagner, parce que lui était l'intermédiaire principal du Kremlin en Afrique, notamment pour l'exploitation des mines, etc. Donc on voit que depuis le coup d'État manqué de Wagner, il y a un recentrage sur l'Afrique, premièrement. Et deuxièmement, vous prenez ce week-end ce qu'il y a eu en Centrafrique, à savoir le référendum constitutionnel du président Touadéra. Ce sont les miliciens de Wagner qui sécurisent, etc., toujours le régime centrafricain. Et il y a de plus en plus au Mali, autour du régime de Assimi et Goïta, on voit qu'il y a de plus en plus de présence visible, non plus de Wagner en tant que PMC, que mercenariat, mais aussi de Wagner en tant que garant de sécurité privée, pas simplement pour le régime, mais aussi pour des entreprises maliennes ou des services publics maliens. Donc il y a, je dirais, une sorte de métamorphose de la présence de Wagner en Afrique, mais parce qu'on est dans une transition et on ne sait pas ce que ça va donner. Oui, puis c'était pas dans le meilleur intérêt d'Yevgeny Prigojine de toute façon de rester sur ce front ukrainien. Son coup de force a-t-il précipité les choses ou lui a-t-il permis d'entamer cette mue? Ça va manifestement dans le sens de ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire se recentrer sur des activités tout simplement plus lucratives, parce que c'est ça pour Yevgeny Prigojine, l'Afrique. Oui, l'Afrique, c'est l'exploitation de nombreux minerais, c'est toute la logistique des lingots d'or, etc. Et on voit bien que l'Afrique, dans tous les derniers messages qu'on a pu entendre d'Yevgeny Prigojine, mais aussi la dernière vidéo, il était supposé être en Biélorussie devant ses hommes, une vidéo un peu sombre, je ne crois pas qu'elle ait été authentifiée. Il parlait aussi de futures activités en Afrique. Donc, dans un message audio également, il y a quelques jours, au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Et là, à nouveau, à chaque fois, le message est le même. On va rester en Afrique et on est quand même présent aussi en Biélorussie, mais on n'entend plus parler de l'Ukraine. Oui. Alors la Biélorussie, on va y revenir, mais on voit déjà ce réseau tentaculaire. Bon, il y a les pays où la présence est avérée, les pays où elle est présumé, mais il tisse sa toile petit à petit sur le continent, Yevgeny Prigojine. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Et est-ce que c'est lui qui est à la manœuvre aussi derrière ce type de manifestation avec ses miliciens? Hier, on va peut-être pouvoir revoir ces images. Il y a ces drapeaux russes qui ont tout d'un coup fleuri dans cette foule hostile à la France. Il y a quelqu'un qui les a fournis. C'est typiquement la signature Wagner. Ils ne sont peut-être pas encore présents sur place, mais il y a déjà ce mouvement d'influence qui naît. En tout cas, ça renvoie à l'un des aspects, à l'une des facettes de Wagner, qui n'est pas qu'une société militaire au sens strict. C'est une entité qui a des capacités de développer des activités de soft power, d'influence, de désinformation notamment, ou d'influence vis-à-vis des sociétés civiles concernées. Et une telle présence ou de tels symboles traduirait donc peut-être cette capacité-là. Ce que je trouve aussi intéressant, a contrario, si j'ose dire, c'est-à-dire que d'un côté, il y aurait un redéploiement de Wagner en Afrique, mais si on prend à la lettre les dernières déclarations, finalement, Prigojine aurait complètement raté son ambition initiale, qui était de décapiter l'état-major militaire russe et de s'imposer comme chef, finalement, de l'expédition militaire en Ukraine. Il est complètement sur la touche. Il ne parle plus d'Ukraine. Il est marginalisé. Donc, il ne prend pas acte de cette défaite politique
fondamentale, en fait. Peut-être qu'on l'a... Dans son Ça, non. message d'aujourd'hui, il dit aussi, il remercie à nouveau les miliciens pour leur victoire à Bakhmout. Il Oui, y mais c'est revient passé. pour présenter son action en Ukraine comme une victoire. Effectivement, il laisse totalement sous silence Oui. Cet échec-là dont vous parlez, Oui, stratégique il en à la parle tête de, comme de si l'armée. c'était... Voilà, Oui. c'est passé. Oui. Ça y est. Mais c'était pas la feuille de route que lui-même avait avancée pour justifier son avancée vers Moscou. Donc il y a quelque chose de très important qu'il tente de minorer si on devait encore une fois s'en tenir aux dernières déclarations. Donc Prigojine et Wagner, a priori, c'est du passé en Ukraine. Et au contraire, ça serait, il y aurait peut-être un retour vers une focalisation vers ses activités initiales, à savoir finalement le prolongement organique de la Russie en Afrique et ailleurs. Oui, Philomène. Oui, non, Bakhmout, c'est évidemment du coup la victoire qu'il veut que Prigojine semble vouloir qu'on garde Oui. en tête. Mais ce qui est assez quand même intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, en plus, il y avait eu des chiffres qui avaient rappelé les lourdes pertes de Wagner. Il me semble plus de 30 000 selon leurs chiffres, 30 000 mercenaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'il ne va pas y avoir de recrutement parce que ces hommes sont en vacances, alors que quelques jours avant, on reparlait des lourdes pertes. Et ce qui, normalement, laissait sous-entendre qu'il allait avoir de nouveaux recrutements. Mais pour revenir aussi 2 minutes au Niger, il faut quand même rappeler que ces drapeaux russes, c'est pas nouveau dans les rues de Niamey. On les avait déjà vus en septembre 2022 lors du retrait des forces Barkhane. Il y avait déjà eu des drapeaux russes dans les rues et certains habitants de la capitale avaient déjà scandé « Vive la Russie ». Vive Poutine. Donc en tout cas, même si les services de renseignement occidentaux semblaient indiquer qu'il n'y avait pas une présence notable vraiment au Niger de Wagner, contrairement au Mali et en Centrafrique, en tout cas, il y avait certainement du soft power via leurs usines à troll, justement au Mali et en Centrafrique. Alors, ça serait même l'un des éléments d'explication de l'incapacité française à avoir vu venir le coup d'État, à savoir que précisément, il y a une défaillance quant à l'analyse de la société civile du Niger et de l'ancrage et de la prégnance de l'influence russe dans cette société par rapport au Mali. Et ça a donné notre, comment dire, pas désarroi, mais en tout cas notre étonnement, notre surprise au moment où a eu lieu ce coup d'État, parce que notamment les services français ont été apparemment défaillants quant à la lecture de l'état de la société civile. Et ça, c'est très important parce que ça nous renvoie aussi à l'échec de l'opération Barkhane elle-même, qui s'explique en partie aussi sur le fait que, voilà, on a tenté de réaliser la feuille de route militaire dans toutes ces difficultés, mais qu'on a minoré la dimension, j'allais dire, pas sociale, mais civile, la capacité à nouer des relations fortes avec la société civile pour mieux la comprendre et pour mieux être acceptée. Et ces défaillances-là, on la retrouve en filigrane au Niger. On n'a pas su lire cette société et percevoir les forces plus ou moins visibles qui la traversent. Oui, alors même qu'on est encore présent sur place au Niger, on avait peut-être même déjà perdu la main sans s'en rendre compte. C'est ça le décalage aujourd'hui des ambitions de la France et de ce qu'elle fait réellement sur le terrain. Aurélien Duchesne. Et parce qu'on avait eu d'abord une cécité qu'on avait vue au sein du Quai d'Orsay, quand ça a commencé à parler, à partir de 2015-2016, du fameux sentiment anti-français, du ras-le-bol de l'opération Barkhane, etc. Les chercheurs africains, notamment, qui prévenaient la communauté des chercheurs français, les diplomates français, etc., n'étaient pas forcément pris au sérieux. On se disait, ce sont des poussées de fièvre. On a déjà vu ça par le passé avec, par exemple, Thomas Sankara à l'époque de Mitterrand. On n'y a pas cru. Quand ça commence à exploser en 2020-2021, vraiment ce sentiment anti-français sur les réseaux sociaux, etc., on a là, par contre, péché à nouveau par orgueil en se disant mais tout ça, c'est l'instrumentalisation par la Russie. Ce sont les Russes via leurs hommes liges, comme le fameux Kémy Seba, qui est un peu un porte-parole du sentiment anti-français et qui, en réalité, est complètement payé par le Kremlin depuis le début. Et ce qui nous manque aussi de plus en plus, la société civile que vous évoquiez à l'instant, c'est qu'on a de moins en moins aussi de liens, par exemple, avec les ONG locales, au sein des armées, par exemple. L'un des putschistes, M. Chouani, avait affiché son petit insigne de l'école de guerre, parce que la plupart des putschistes de ces régimes sahéliens ont été formés, leur génération a été formée vraiment dans des Prytanées, etc., français. Mais nous, au niveau des hommes de terrain, au niveau, par exemple, de l'équivalent des préfets, etc., on a coupé les ponts. L'Agence française de développement, qui fait un excellent travail au Sahel,
est de plus en plus en circuit fermé parce que, et c'est normal, on ne fait plus forcément confiance aux dirigeants locaux qui avaient tendance à capter toutes les aides françaises. Et à force de se couper de la société civile, des militaires et des pouvoirs en place, effectivement, on perd tous les moyens de détecter les signaux faibles. Ouais, et pendant ce temps, donc c'est Wagner qui va tenter de s'implanter sur place. Ce message de Yevgeny Prigojine, il évoque aussi la situation en Biélorussie. Il le dit, on se ressent désormais sur nos activités en Afrique et en Biélorussie. Ça, bien sûr, c'est une inquiétude pour la Pologne. Alors, on a quelques chiffres de cette présence de Wagner en Biélorussie. Ce sont les renseignements britanniques qui les donnent. Ils parlent de plusieurs milliers de ces miliciens qui seraient présents dans le centre d'entraînement de Tsel, dans un camp donc biélorusse, de quelques centaines de véhicules. Mais pas tellement de véhicules de guerre, surtout des trucks, des véhicules de transport. Ce serait le signe aussi que Wagner n'aurait peut-être plus tout à fait tout de même les moyens de ses ambitions militaires affichées, parce que les menaces envers la Pologne, on les a entendues, notamment ce week-end venant des miliciens de Wagner, qui se disent prêts à intervenir. On a vu que la Pologne d'ailleurs réagissait. Vous allez voir ces images des militaires polonais qui transfèrent du matériel plus près de la frontière. Autant Wagner inquiète en Afrique, est-ce que cette présence en Biélorussie, elle, est vraiment préoccupante? Votre avis en plateau? Oui, allez-y. Bélir Nabli, vous avez soulevé, Florence, un aspect très important au-delà de la présence de Wagner, c'est où sont les armes lourdes de Wagner. L'Institut de l'étude de la guerre l'a bien souligné. Pour le moment, il n'y a que des camions, des véhicules légers. Et est-ce que toutes leurs armes lourdes, parce qu'ils avaient quand même un équipement très important, a été restitué aux forces armées russes? Ça, c'est la grande question. Mais alors, il faut quand même noter que donc cette présence de Wagner en Pologne, qu'on semblait tous un peu minimiser, elle est quand même prise très au sérieux par les Américains, qui sont en train d'envoyer des forces en Pologne.